En Russie, des écolières reçoivent 1 200 $ pour avoir des bébés. Dans une nouvelle politique choquante, la région d'Oreo est devenue la première à payer des adolescentes enceintes sans limite d'âge minimal. Les responsables parlent de soutien, mais les critiques jugent cela irresponsable. Les autorités russes cachent une grave crise. Ils craignent qu'au moment où les vrais chiffres seront révélés, l'indignation publique devienne incontrôlable. Avant que la situation ne dégénère, ils ont pris des mesures désespérées et insensées pour empêcher l'effondrement. Tout le monde connaît cette crise, du moins en surface, parce que sous la surface se cache une vérité terrifiante qu'ils ont fait de gros efforts pour dissimuler. Alors, quelle est cette crise qui tue la Russie ? Avant de commencer, cliquez sur « J'aime ». Cela permet de s'assurer que l'algorithme n'enterre pas cette vidéo, tout comme la Russie essaie d'enterrer la vérité. Merci. Le 2 juillet 2025, l'agence de statistiques russe Rosstet a discrètement publié un rapport. Mais il manquait quelque chose. Aucun taux de natalité, mortalité ni données migratoires. La section sur la démographie avait disparu. Mais ce n'était pas un simple bug passager, c'était une décision délibérée. Quelques semaines avant, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait fait une révélation choc. Il a déclaré que plus de 10 000 soldats russes sont morts dans la guerre en Ukraine. Pas blessés, morts. Soudain, la Russie arrête de publier des données sur la population. Coïncidence ? Je ne pense pas. Malgré ces mesures, seule une personne a défié le gouvernement. Cette personne et son travail n'étaient pas ordinaires. L'une des premières personnes à tirer la sonnette d'alarme fut Alexei Rakcha, un démographe qui travaillait auparavant à Rostad, l'agence officielle des statistiques de la Russie. Il a alerté le public sur la forte baisse de la natalité et une crise démographique. Bientôt après, le gouvernement l'a déclaré agent étranger et lui a interdit de donner des conférences, d'enseigner, de publier livres et articles académiques. Un signe clair que les autorités ne voulaient pas que ces avertissements se répandent. Mais avant d'être interdit, il a divulgué quelque chose de choquant. D'après les données auxquelles il a pu accéder, début 2025, Rakcha a déclaré que la situation était la pire que la Russie ait jamais connue depuis les années 1700. Les taux de natalité ont brusquement chuté de 67% en mars 2025 par rapport à mars 2024 et de 3 à 4% en février. En janvier 2021, la population de la Russie, Crimée comprise, était de 147,1 millions. En janvier 2025, elle était passée à 146,1 millions. Même après avoir compté la population des régions occupées de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia. Depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022, la Russie a progressivement limité l'information. Un seul jeu de données, l'espérance de vie, et les causes de décès ont disparu. Même les détails sur les réfugiés et la migration interne ont disparu des registres publics. Ce qui rend cela encore plus effrayant, c'est que ça n'a pas commencé avec la guerre. Cette coupure a commencé il y a des années. Dès le début du 4e mandat de Poutine en 2018, la transparence n'était plus prioritaire. L'initiative pour un gouvernement ouvert vise à renforcer la transparence et la participation citoyenne, notamment via des portails de données ouvertes. Les consultations publiques et pétitions électroniques, largement démantelées en 2018, ont été discrètement abandonnées depuis. L'excuse officielle, la sécurité nationale, mais la vraie raison, la peur de révéler ces chiffres. Quand les faits deviennent dangereux, ils disparaissent, tout simplement. Vous voyez, les données régionales sur les décès peuvent révéler quelque chose que la Russie ne veut pas rendre public, le véritable coût de la guerre. Les pertes dans des régions comme la Bashkortostan et la Tardistan seraient en plusieurs fois plus élevées que dans des endroits comme Yaroslavl, Smolensk. Ce déséquilibre raconte une histoire plus vaste sur qui paie le prix dans cette guerre. Maintenant, imaginez que ces données soient rendues publiques. Cela révélerait immédiatement les communautés les plus touchées et pourrait susciter des troubles. De plus, les politiques démographiques russes restent inefficaces. Le président Poutine avait autrefois fixé un objectif ambitieux, porter le taux de fécondité à 2,3 enfants par femme, un niveau nécessaire pour inverser le déclin de la population. Mais la réalité est désormais différente. L'Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale estiment la fécondité russe à 1,4, nettement sous le seuil de remplacement de 2,1. Seules quelques régions reculées ou ethniques, telles que la Tchétchénie et le Daghestan, s'en approchent, tandis que le reste du pays voit les taux de natalité baisser. Si le gouvernement publiait des données régionales à jour, cela confirmerait simplement que ces objectifs sont irréalistes, et que la population russe baisse régulièrement,
avec des conséquences économiques et sociales durables. Et n'oublions pas l'aspect politique. Si le public constate que les campagnes passées, comme les lois anti-alcool ou les allocations de maternité, n'ont pas fonctionné, cela sape la confiance. En cachant les données, le gouvernement contrôle le récit. Mais il s'avère que la Russie cache aux Russes un sujet encore plus sensible, la migration. L'arrivée croissante de migrants d'Asie centrale à Moscou et Saint-Pétersbourg pourrait aggraver les tensions sociales en cas de déséquilibre démographique. Des statistiques détaillées pourraient révéler des fractures que la Russie refuse pour l'instant, ce qui n'est pas nouveau historiquement. Déjà dans les années 1970 en Union soviétique, ils ont arrêté de publier les données sur l'espérance de vie quand elle baissait. Cette fois, c'est pire. Rosta, l'agence principale de statistiques de Russie, a récemment arrêté de publier certaines données démographiques essentielles. Le dernier rapport, datant de mai 2025, n'a été publié qu'en juillet. Après cela, tout est devenu silencieux. D'après le Kiev Post, la Russie a décidé de ne plus rendre publiques les données sur les décès, naissances, mariages, divorces et migrations. À la place, ces informations ne seront partagées qu'en interne sous signatures officielles, ce qui signifie en gros que le public n'y aura plus accès. Chaque détail a été effacé. Presque toutes les mises à jour démographiques mensuelles ont disparu. Cela comprend le nombre de naissances, de décès, de mariages ou de divorces sur un mois donné, ainsi que le lieu de ces événements. Avant, il existait des répartitions régionales, mais tout cela a disparu. Le gouvernement russe a progressivement supprimé ou caché toutes les données clés sur la santé et les mouvements en temps réel de sa population. Qu'il s'agisse de chiffres mensuels ou de rapports annuels sur la mortalité, ils ont soit été discrètement supprimés, soit placés sous accès restreint. La partie la plus inquiétante de cette histoire concerne les données démographiques de la Russie. Depuis quelques mois, le gouvernement russe a discrètement arrêté de publier certaines données démographiques clés. Ce silence soudain a vivement inquiété. La population russe est passée de 147,1 millions en 2021 à 146,1 millions en 2025. Ce n'est pas seulement une baisse à court terme, c'est une partie d'une tendance de détérioration à long terme. En 2024, la Russie a enregistré une baisse record de population. On compte 60 000 décès de plus que de naissances, soit une hausse de 20% de la perte de population par rapport à l'an dernier. Les experts affirment que cela ne s'explique pas uniquement par des causes naturelles. La Russie enregistre une augmentation des décès excédentaires, soit des décès supérieurs aux prévisions liées à l'âge, la maladie ou les accidents. Les chiffres montrent à quel point c'est grave. En 2022, la surmortalité était d'environ 22 000, ce qui signifie simplement que 22 000 personnes de plus sont mortes que ce à quoi on s'attendrait normalement au cours d'une année typique. C'était un signe évident que quelque chose n'allait pas du tout, même si cela n'était pas reconnu ouvertement. En 2023, ce chiffre a doublé pour atteindre 40 000. Mais en 2024, il a grimpé à plus de 40 000. De nombreux experts pensent que la plupart de ces décès étaient liés à la guerre, notamment en République de Touva, dans l'Altaï et le district autonome des Nenets, où le recrutement militaire a été très agressif. Fait surprenant, ces trois régions totalisent près de 30% des décès excédentaires. Et alors qu'on pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, un cauchemar encore plus effrayant s'est abattu sur la Russie. En plus de la population, même les chiffres des naissances, décès, mariages et divorces ont disparu. Ils ont d'abord supprimé les répartitions régionales, puis cessé de publier les totaux nationaux. En mars 2025, le taux de natalité a atteint un niveau historiquement bas, avec seulement environ 3000 bébés nés par jour, le chiffre le plus bas depuis le début des enregistrements, il y a près de 2 siècles. C'était le pire cauchemar. Sans assez de jeunes pour remplacer les anciens, le pays risque de s'effondrer. L'exemple le plus parlant est la Chine, la deuxième nation la plus peuplée du monde, du moins selon l'opinion générale. Un scientifique chinois, Yi Fuxian, qui fait des recherches en démographie, affirme que la Chine surestime sa population depuis des décennies. Selon lui, la Chine aurait surestimé ses chiffres de plus de 100 millions. C'est plus que la population totale des Philippines. Il note que le recensement chinois, réalisé tous les 10 ans, est exagéré pour s'aligner sur les estimations gouvernementales. Ces recensements devraient corriger les estimations annuelles. Mais dans le cas de la Chine, il semble qu'ils aient été utilisés pour justifier des chiffres erronés. Pour mettre les choses en perspective, le gouvernement chinois affirme que la population s'élevait à 1,41 milliard en 2023, mais y suggère que le chiffre réel est nettement inférieur.
Et ce n'est pas simplement une erreur statistique, cela a de graves conséquences. Des chiffres erronés signifient que les politiques intérieures et étrangères de la Chine, y compris la défense, l'économie, et même la manière dont des pays comme les États-Unis traitent avec la Chine, sont toutes fondées sur des données trompeuses. Le bureau chinois avait indiqué qu'entre 1991 et 2000, il y eut environ 203 millions de naissances et 79 millions de décès. La population atteindrait environ 1,27 milliard en 2000. Mais lors du recensement de 2000, les chiffres différaient. Que firent alors les responsables ? Ils ont lancé une campagne pour retrouver des millions de disparus afin de valider leurs estimations. Yifuxian a creusé plus profondément. Il affirme qu'environ 164,24 millions de bébés sont nés pendant cette décennie. Après avoir retiré les décès et pris en compte la migration, il a constaté qu'environ 40 millions de personnes avaient été ajoutées à tort à la population. Ce n'est pas un petit écart, c'est l'équivalent de la population d'un pays entier. La population de la Chine a diminué pour la 2e année consécutive. En 2023, le taux de natalité est historiquement bas. 639 naissances pour 1000 personnes contre 677 en 2022. Cela représente seulement 902 millions de nouvelles naissances dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants. Et le taux de fécondité, c'est seulement une naissance par femme, l'un des plus bas au monde. Plaçant la Chine aux côtés de pays comme la Corée du Sud à 0,72, le Japon à 1,2 et Taïwan à 0,85. La Russie suit le même chemin, et les conséquences deviennent déjà mortelles. Les données sur l'espérance de vie, surtout pour les jeunes hommes russes, ont été discrètement retirées fin 2024, au moment où le déclin s'est accentué. Ces chiffres restaient essentiels pour saisir l'impact plus large de la guerre sur la population russe. Mais eux aussi ne sont plus disponibles. Une autre catégorie importante de données absentes en Russie concerne la migration et la criminalité. Jusqu'à la mi-2023, le ministère de l'Intérieur russe, le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, publiait des rapports mensuels sur la migration, indiquant d'où venaient les personnes, comment elles entraient, ainsi que des statistiques détaillées. Soudain, ils ont arrêté de publier les données et supprimé les anciens rapports. Ce qui est disponible maintenant, ce ne sont que des bulletins trimestriels génériques. Ces bulletins donnent désormais des histoires, illustrant la lutte du gouvernement contre la criminalité liée à la migration, sans chiffres précis. Voici la subtilité. Les migrants en Russie commettent en moyenne moins de crimes que les citoyens russes, comme dans la plupart des pays, y compris les États-Unis. Que se passe-t-il ? Les experts estiment que le gouvernement a limité ces données pour soutenir un discours anti-migrant. Depuis 2022, il y a eu un changement évident. Les responsables gouvernementaux, les médias et les législateurs alimentent ouvertement la peur envers les migrants. Le chef de ce comité d'enquête, Alexandre Bastrykine, a joué un rôle clé dans cette affaire. Il a été très dur avec les migrants, manipulant les statistiques pour faire croire à une forte criminalité liée à eux. Mais la vérité, c'est qu'il a déformé les données. Il a compté plusieurs inscriptions temporaires du même migrant comme différentes personnes, gonflant ainsi les chiffres. Il a finalement accusé le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie d'avoir laissé entrer trop de migrants et favoriser la criminalité. Cela a peut-être été le déclencheur final de la coupure des données, mais il ne s'agit pas seulement d'images ou d'embarras. Selon les experts, la principale raison est que la politique migratoire de la Russie est en train de changer. Elle n'est plus axée sur la satisfaction des besoins économiques. Au lieu de cela, elle est désormais motivée par des préoccupations de sécurité. Jusqu'en 2023, le bureau du procureur général de Russie publiait chaque mois des statistiques détaillées sur la criminalité. Ces rapports permettaient aux journalistes et chercheurs de réfuter les mensonges officiels sur la criminalité des migrants et la violence domestique. Mais maintenant, tout cela a également disparu. Avec les données criminelles verrouillées, nous ne pouvons plus savoir combien de crimes violents se produisent réellement, combien de mineurs sont impliqués, quelles sont les tendances régionales de la criminalité ou quoi que ce soit d'autre. Cela montre ce qui change réellement dans la société russe. Et ça ne s'arrête pas là. Selon le sociologue Lev Gudkov, il existe une autre raison majeure à ce blackout. La Russie fait face à une perte massive de sa propre population. Entre 50 000 et 15 millions de Russes ont fui le pays ces dernières années, fuyant la guerre, la répression politique ou simplement à la recherche d'un avenir meilleur. Si ces données étaient publiques, elles montreraient une main-d'œuvre et une population jeune en baisse, ainsi que le départ de professionnels qualifiés, surtout ceux ayant des enfants. Gudkov résume.
1 million de disparus équivaut à perdre une ville entière. Et avec la population de la Russie déjà en diminution, c'est un coût démographique énorme. La situation est aggravée par la mortalité et l'écart entre les sexes. Maintenant, lorsque nous regardons les taux de natalité en Russie, les choses semblent meilleures en apparence. Oui, la Russie connaît toujours une seconde transition démographique. C'est alors que les schémas de naissance évoluent, quand les gens ont des enfants plus tard, ou n'en veulent pas. En Russie, l'âge du premier enfant augmente et moins de femmes deviennent mères. Le taux de natalité des deuxièmes enfants a diminué plus tôt, mais se stabilise désormais. La nouveauté, c'est aussi la baisse des naissances de troisièmes enfants. C'est sans doute un effet retardé de la baisse des deuxièmes naissances en 2022 elle-même, due au changement de politique en 2020. Le capital maternité a alors été transféré du deuxième au premier enfant. Cela a déclenché un effet domino. Moins de deuxièmes enfants, puis moins de troisièmes enfants. Mais voici la subtilité. Malgré ces baisses, la Russie compte en réalité plus de familles nombreuses que beaucoup de pays développés à majorité chrétienne. Ceci s'explique par le capital maternité, une religiosité croissante et certaines tendances sociales. Les familles avec 4 enfants ou plus sont plus courantes qu'on ne pourrait le penser. Cela maintient le taux de fécondité à 14 plus élevé que dans la plupart des pays européens. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi des vidéos avec moins de 1000 vues apparaissent sur votre page d'accueil, comme celle-ci. Cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions chaque jour et il met en avant les chaînes plus récentes et plus petites maintenant, plus que jamais. Je suis sûr que vous vous demandez comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent vos questions par email. C'est pourquoi nous avons réuni tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo gratuite. Si vous voulez lancer votre chaîne YouTube, regardez cette vidéo sur YouTube, en cliquant sur le lien dans la description ou l'affiche à l'écran. Cela ne signifie pas pour autant un boom des naissances en Russie. Le nombre total de naissances diminue, mais pas seulement à cause des choix en matière de fertilité. C'est aussi parce qu'il y a actuellement moins de femmes en âge de procréer dans la population. Même avec des taux de natalité similaires chez les femmes, le nombre total de naissances diminue. La Russie a réussi à augmenter son taux de natalité entre 2006 et 2015 grâce au capital maternité. Le taux de fécondité a augmenté de 38%, passant de 128 à 176. Ce n'est pas négligeable. Mais les démographes disent que cette dynamique s'est essoufflée et que les décisions actuelles du gouvernement n'aident pas. La situation est devenue si grave que, dans certaines régions de Russie, des écolières enceintes se voient offrir des incitations financières. Tout cela vise uniquement à combattre la baisse de natalité en Russie. Concernant les taux de mortalité, la situation s'aggrave encore. Pour comprendre la mortalité, concentrons-nous sur l'espérance de vie, plutôt que sur le nombre de décès. Les taux de mortalité peuvent tromper car ils varient selon l'âge. Comparer la Russie à un pays plus jeune comme le Nigeria n'a de sens que si l'on ajuste selon l'âge de la population. L'espérance de vie fait justement cela. En évoquant la crise démographique russe, un problème souvent ignoré mais grave est le déséquilibre croissant entre les sexes. La Russie a nettement plus de femmes que d'hommes depuis des décennies. Lors du recensement de 2020, les femmes représentaient environ 54% de la population, tandis que les hommes n'en représentaient qu'environ 46%. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, cet écart s'est très certainement creusé. Plus de 120 000 hommes russes sont morts pendant la guerre, ce qui accentue un ratio de population déjà déséquilibré. Pour comprendre cet extrême déséquilibre, il faut remonter dans le temps. Dans le monde, il est normal qu'environ 105 garçons naissent pour 100 filles. Les garçons ont un taux de mortalité infantile un peu plus élevé, mais cela s'équilibre avec le temps. Et dans la plupart des pays, les femmes commencent à être légèrement plus nombreuses que les hommes plus tard dans la vie, disons vers l'âge de 56 ans au Japon. Mais en Russie, ce point de bascule arrive étonnamment tôt, dès l'âge de 30 ans. Pourquoi cela ? Les hommes en Russie ne vivent tout simplement pas aussi longtemps. La Russie détient le record mondial du plus grand écart d'espérance de vie entre hommes et femmes, près de 11 ans. D'après les données récentes, il y a 684 millions d'hommes en Russie, contre 788 millions de femmes. Cela fait plus de 10 millions de personnes d'écart. Et ce n'est pas nouveau.
Après la Seconde Guerre mondiale, la perte de millions d'hommes a laissé la Russie avec l'un des rapports de genre les plus déséquilibrés au monde. Au pire, l'Union soviétique avait un écart de plus de 20 millions entre le nombre de femmes et d'hommes. Avec le temps, le déséquilibre s'est lentement amélioré, mais la forte mortalité masculine adulte a stoppé ces progrès. La guerre en Ukraine aggrave la situation de deux façons. Premièrement, il y a les morts au combat. Deuxièmement, des dizaines de milliers de jeunes Russes ont fui pour éviter l'enrôlement. Cela signifie que le pays perd des hommes, précisément dans la tranche d'âge la plus importante pour fonder une famille. Cela accentue déjà la baisse du taux de natalité en Russie. Les données du recensement de 2021 révèlent que les femmes continuent de dépasser les hommes d'environ 105 millions, un chiffre qui a à peine changé depuis une décennie. Même si c'est mieux que l'écart de 207 millions relevé lors du recensement soviétique de 1959, la lenteur du changement reste préoccupante. Cela augmente les familles monoparentales de mères célibataires et réduit les mariages. Les démographes affirment que ce déséquilibre impacte non seulement la natalité, mais aussi le tissu social. Quand de nombreux jeunes ne trouvent pas de partenaire, cela peut causer frustration sociale, tension et montée de mouvements toxiques. Comme les groupes d'incels, qui reprochent à la société ou aux femmes leur célibat. Mais une pénurie d'hommes pose aussi ses propres problèmes. Dans la société russe traditionnelle, les femmes sont contraintes à des rôles subordonnés, à rivaliser pour l'attention des hommes, à subir la stigmatisation du célibat et à assumer davantage de travail sans hommes. Les sociologues notent que, malgré les valeurs modernes, les jeunes filles russes grandissent toujours en pensant que trouver un mari reste essentiel. Quand les hommes se font rares, la concurrence, l'anxiété et les problèmes de santé mentale augmentent chez les femmes. Cela affaiblit la solidarité sociale, car les femmes se voient plus comme rivales que comme alliées. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque des pays comme la Russie cachent leurs données démographiques ? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de secrets en temps de guerre. Les conséquences, je crois, sont bien plus profondes. Vous voyez, les données démographiques ne servent pas seulement au rapport. Elles déterminent où le gouvernement investit son argent. Pour les écoles, les hôpitaux, les retraites, même les gazoducs et les transports publics. Si ces données ne sont pas exactes, les budgets ne le sont pas non plus. Des régions entières risquent d'être sur- ou sous-financées, à cause de chiffres erronés, souvent. La Russie a tenté d'ajuster les chiffres de population, mais avec quel résultat ? En 2020, la Russie a réformé son capital maternité, accordant des primes dès le premier enfant pour stimuler la natalité. Les familles ont reçu environ 466 000 roubles pour aider avec le logement, l'éducation ou l'épargne retraite. Ce changement visait à alléger la pression financière sur les jeunes parents. Mais les experts disent que l'argent seul ne résoudra pas des problèmes plus profonds, comme la précarité de l'emploi et le manque de services de garde d'enfants. Les experts l'avaient prédit, et les faits leur ont donné raison. Si ces politiques étaient lancées aujourd'hui, il serait impossible d'évaluer leur réussite ou échec, car les données sont cachées. Problème similaire avec les règles locales. À Vologda, la vente d'alcool est restreinte, mais seulement en semaine. Pourquoi ? La plupart des décès liés à l'alcool ont lieu le week-end. Sans données sur la mortalité, on ne peut évaluer l'utilité de la politique. Le gouvernement peut revendiquer un succès sans preuve, même à Nijni Novgorod, où un modeste programme d'incitation à la natalité existe. Nous aurions dû voir des résultats en quelques mois, mais maintenant ces chiffres ne seront peut-être jamais publiés. Ainsi, l'impact reste inconnu. La situation s'aggrave. La Russie pourrait ne pas publier son rapport annuel sur la population cette année. De plus, leur portail statistique ne partage plus la plupart des indicateurs. Ce n'est pas nouveau. Comme vu, l'Union soviétique a aussi agi ainsi dans les années 1970, quand l'espérance de vie baissait. Plutôt que de résoudre le problème, ils ont cessé de publier les données. Barus a fait un geste similaire en 2020, et n'a repris que récemment avec des statistiques de base, à peine utiles. Donc, lorsque les pays cachent leurs données démographiques, ce n'est pas juste une question de chiffres. Cela aveugle tous, même leur population, les privant de savoir ce qui marche, échoue et à quoi ressemble l'avenir. Il en va de même pour les indicateurs économiques et les données d'infrastructure. Depuis le début de la guerre, la Russie a systématiquement commencé à cacher ou à supprimer des informations économiques clés. Cela a commencé discrètement, puis s'est aggravé. 3 domaines touchés, bureaucratique, économique et social. Parmi ceux-ci, ce sont les données économiques, qui ont été les plus lourdement censurées. Après la guerre, la Banque centrale de Russie a arrêté de publier les chiffres des réserves d'or et de devises étrangères. Elle a aussi permis aux banques de choisir combien de données financières divulguer. C'est important. Cela a rendu presque impossible le suivi de la véritable santé du secteur financier. Ensuite, le service fédéral des douanes a fait de même. Il a cessé de publier ses statistiques régulières sur les importations et les exportations, coupant ainsi une vue cruciale sur le fonctionnement de l'économie sous sanction.
Le ministère des Finances a aussi restreint l'accès aux données budgétaires en temps réel, rendant plus difficile le suivi de la gestion financière du gouvernement. Et ce n'est pas tout. Les données sur la production de pétrole et de gaz, piliers de l'économie russe, ont aussi disparu. Ces mesures ont été officiellement justifiées comme une protection contre les sanctions, mais les explications variaient. En cachant les données sur la production d'essence, le ministère de l'Énergie a invoqué la situation géopolitique et les risques de manipulation du marché. Mais en réalité, ce blackout a également aidé l'élite russe. De nombreuses données montrant la richesse ou la corruption des responsables ont discrètement disparu. Les déclarations des fonctionnaires ne sont plus obligatoires, et les registres fonciers, autrefois utilisés par les journalistes pour enquêter, sont maintenant majoritairement inaccessibles. Une autre part importante des données manquantes vient de la société russe. Pourquoi ? Non pas les sanctions, juste une peur grandissante de la mauvaise presse. Le portail du bureau du procureur général, qui diffusait auparavant des données criminelles en temps réel, ne fonctionne plus. Les analystes disent que le Kremlin essaie d'empêcher les histoires négatives, surtout depuis que les chiffres sont devenus plus difficiles à expliquer. Prenez les statistiques des meurtres à Moscou. À un moment, la ville a connu une hausse choquante. Mais beaucoup de ces crimes ont en fait eu lieu dans des territoires récemment annexés comme Donetsk ou Luhansk et ont été attribués aux enquêteurs de Moscou. Malgré tout, cela donnait une mauvaise image, et c'était une raison suffisante pour retirer les données. Les données environnementales ont également été discrètement effacées. Le Service fédéral de supervision des ressources naturelles, agence russe, ne diffuse plus d'informations sur la pollution et les émissions des entreprises, sans doute pour éviter des critiques pendant l'assouplissement des règles environnementales. Les données pour estimer les pertes russes pendant la guerre ont disparu. Cela comprend les chiffres sur les pensions d'invalidité, les paiements aux familles de soldats morts et les budgets de la sécurité intérieure. Divulguer ces chiffres n'est plus seulement décourager, cela peut aussi être une infraction pénale. En parallèle, les dépenses classifiées du budget national ont atteint un record. Au premier trimestre 2025, la Russie a dépensé 36 000 milliards de roubles pour des postes budgétaires secrets, soit 44% de plus que l'an dernier. Les experts prévoient qu'en 2025, la défense et la sécurité compteront pour 40% du budget russe. C'est plus que ce que le pays dépensera pour l'éducation, la santé et les programmes sociaux réunis. Même les données commerciales mensuelles, telles que les importations et exportations, ont été tellement modifiées qu'elles sont méconnaissables. Réintroduite après son retrait en 2022, elle est revenue dans un format si vague et agrégé qu'elle est presque inutile. Cependant, les chercheurs ont découvert que la Russie contourne les sanctions, en passant par des intermédiaires en Chine et au Kazakhstan. Une faille juridique permet maintenant aux entreprises russes, sanctionnées, de dissimuler rapports financiers, informations sur la propriété, accords commerciaux et contrats gouvernementaux. Ces entreprises peuvent maintenant agir presque totalement dans l'ombre, sans obligation de divulguer leurs activités. Selon The Bell, un média indépendant, restreindre l'accès aux données économiques complique la planification et la compréhension de la situation, même pour les entreprises. Ce blackout a touché presque tous les domaines de la vie publique. Même le recensement national a été manipulé. Les autorités ont réduit le seuil de pauvreté pour minimiser le nombre de pauvres. Ils ont exagéré le nombre de réfugiés ukrainiens en Russie et faussé les données de santé. En résumé, la suppression des données est désormais intégrée au système russe. C'est un signe clair d'autoritarisme croissant. Et sans accès à des informations fiables, il devient impossible pour les citoyens, les chercheurs ou même les journalistes de comprendre la vérité, sans parler de demander des comptes à qui que ce soit. Seul l'avenir dira combien de temps la Russie cachera ces données.